Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Et ma première question, elle peut paraître bizarre quand on s'adresse à vous, c'est comment on sort de cette impasse qui est la nôtre en ce moment ? En retirant le projet de loi. Il n'y a pas d'autre solution. Là, j'en vois pas d'autre, là. Mais après, on peut tourner autour du pot. Disons que ça commence à durer maintenant. Quand même comprendre qu'on est des centaines de milliers de personnes, peut-être même plus, à s'activer d'une manière ou d'une autre depuis maintenant plus de 2 mois et demi. On en est à la 8e journée d'action interprofessionnelle actuellement. On a occupé des places, on a bloqué, on a manifesté. Aujourd'hui, on fait grève, on cherche à être entendu. Et résultat des courses, on a un gouvernement qui s'entête, qui provoque beaucoup avec un discours qui, au-delà de la question sociale maintenant, est en train de déraper sur des questions démocratiques, puisque quand M. Valls nous explique finalement que c'est pas la contestation qui dirige, c'est lui qui dirige. Lui qui est minoritaire dans absolument tous les domaines, qui est minoritaire dans son parti, qui est minoritaire dans l'Assemblée, qui est minoritaire dans l'opinion, et qui nous donne des grandes leçons de démocratie. Donc au bout d'un moment, il faut bien comprendre que les gens ont compris, il ne faut pas les prendre de haut, je crois. C'est très important parce que cette dimension, elle pèse énormément, je dirais, dans le ressenti de millions de personnes. On a compris la nature profonde de ce projet de loi qui consiste finalement à dire, notamment aux prochaines générations, qu'elles vont bénéficier de beaucoup moins de protection sociale en termes d'emploi, de congés, de formation que les générations précédentes. Olivier Besancenot, pour, je dirais, trouver une issue à un conflit, il faut se mettre autour d'une table. Et pour se mettre autour de la table, il ne faut pas avoir de préambule, si je puis dire. On se met l'un en face de l'autre et on essaye de discuter. Donc, je dirais, on peut trouver normal de retourner en négociation, mais on commence pas par dire retrait de la loi automatique. Vous me comprenez ? Ça marche dans les deux sens, pour le gouvernement et pour les opposants dont vous faites partie. Je connais bien ces situations-là, y compris à la Poste, on a des conflits sociaux en permanence. Le problème, c'est pas la table. Le problème, c'est ce qu'on met dessus et comment on discute. Et vous savez, il y a et je pense que ça doit être enseigné quelque part. Je pense qu'il y a une nouvelle formation managériale et politique qui consiste à avoir des faux interlocuteurs. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez ce qu'on appelle, non pas une négociation, mais une audience. Et on a des gens qui vous expliquent ce que vous êtes censé pas avoir compris. Et ça, c'est la politique du gouvernement depuis 2 mois et demi. Vous voulez dire qu'on organise de fausses négociations qui sont en fait un théâtre où on vous invite à venir écouter ce qu'on a à vous dire et non pas en débattre. C'est bien ça ? On a la réponse du gouvernement, tout à fait. On a un gouvernement qui nous dit, en gros, c'est un problème de décodeur. On va vous expliquer si dedans. Puis vous avez parlé de négociation quand M. Valls à l'Assemblée, pas plus tard qu'hier, je crois, parce que comme le temps s'accélère avec les mobilisations, je m'y perds moi aussi. Dites-moi, je vais vous dire. Mais qui disait qu'en gros, de toute façon, on ne reverra même pas l'article 2. Et l'article 2, vous le savez, c'est ce qui synthétise en grande partie la philosophie de la loi travail, puisque c'est celle qui remet en cause la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qui va donner la primauté à l'accord de l'entreprise, au-delà de ce qui peut être protecteur dans les accords de branche ou dans la loi travail. Alors, en effet, il l'a dit hier à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale. Non, mais les journées sont longues pour tout le monde. Pardonnez-moi, cet article 2, c'est le cœur du problème ? Mais quoi, il suffit de l'amender. Non, soyons le plus précis possible. C'est un condensé, un condensé de tout ce qu'il y a dans la loi travail. Voilà, c'est derrière la hiérarchie des normes. Il faut savoir qu'en plus il y a beaucoup d'intox qui sont expliqués. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie de faire croire que donner la primauté à l'accord de l'entreprise, ce serait un plus donné à la démocratie. Mais il faut savoir que le code du travail jusqu'à présent prévoit déjà, contrairement à ce qui a été dit par le gouvernement, que si un accord d'entreprise est plus favorable que l'accord de branche, par exemple, c'est l'accord d'entreprise qui va l'emporter. La question, c'est de bien comprendre que jusqu'à présent, dans toute une série de secteurs, et je sais que ceux qui nous écoutent vont comprendre, il y a par exemple beaucoup de sous-traitance. C'est d'ailleurs pas un hasard si dans la raffinerie, les entreprises de sous-traitance sont particulièrement mobilisées. Et donc, les accords de branche sont plus avantageux très souvent que les accords d'entreprise. Et c'est ça que le patronat veut remettre en cause depuis une trentaine d'années, puisque je dis ça, c'est une vieille requête qui a été déposée sur plusieurs tables gouvernementales. Maintenant. Vous travaillez dans une administration où il y a des processus de travail. C'est une administration, alors, c'est une entreprise publique. Alors, vous travaillez dans une entreprise publique. Je dis ça parce que mon employeur me le répète très clairement. D'accord. Dans lesquels il y a des processus de travail qui se ressemblent et je dirais, on sait comment marche la machine. Dans les petites entreprises, c'est différent. Il peut y avoir des adaptations et ça paraît logique ou en tout cas normal qu'on débatte de ces choses-là à l'échelle de l'entreprise et de ses propres contraintes. Mais prenez l'exemple de la raffinerie, par exemple. Vous comprenez bien, par exemple, que vous êtes dans un groupe comme Total, par exemple, vous allez avoir un accord de branche qui va être plus favorable en termes, par exemple, de possibilité de partir à la retraite assez tôt ou en termes de rémunération d'heures supplémentaires que dans une entreprise sous-traitante. Sauf si cette entreprise sous-traitante peut bénéficier de l'accord de branche. C'est bien pour ça qu'il y a pas mal de salariés qui sont en train de comprendre que dans l'affaire, elles peuvent perdre 200 à 300 euros. Donc là, on ne parle pas de n'importe quoi. Quand les routiers ont été extrêmement réactifs, on ne parle pas de n'importe quoi. Et puis derrière tout ça, il y a quelque chose de plus substantiel. C'est qu'on est quand même nombreux à être confrontés à une politique globale, quoi
marchandise le gouvernement qui se traduit par des licenciements, des suppressions d'emplois. Et la question qui se pose, c'est de savoir si oui ou non on peut se protéger un tant soit peu de tout ça. Et on a bien compris qu'avec la loi travail, on aura moins de protection. Si le gouvernement introduisait la possibilité que les représentants de branche valident a priori les accords d'entreprise, avec des scies, on coupe du bois, monsieur Calvi. Est-ce que c'est ce que vous demandez? Est-ce que ça suffit à permettre au pays de revivre normalement? J'ai un point commun avec monsieur Valls, c'est que j'ai bien compris que si on fait sauter cet article-là, on fait tomber la loi. Donc les deux vont de pair. Donc c'est bien pour ça qu'on est dans ce bras de fer. Et dans ce bras de fer-là, qu'a voulu et qu'a souhaité le gouvernement, et j'insiste là-dessus, je dirais il y a un défaut d'optique. Le gouvernement a pensé peut-être prendre la main sur la contestation sociale la semaine dernière, et peut-être qu'en partie c'était vrai. Cette semaine, c'est plus le cas. Et à force de sabler le champagne un petit peu trop rapidement et d'expliquer que tout va mieux au niveau économique et puis rien ne se passe au niveau social. Le nombre de chômeurs baisse objectivement et on peut dire que peut-être que certaines des mesures prises par le gouvernement y contribuent. Peut-être, moi je dirais pas ça. D'abord, il faut mettre des gros bémols parce qu'il y a pas mal de radiations qui sont en cause, c'est-à-dire de personnes qui sont sorties arbitrairement des listes. Et puis, comment crier victoire quand on prend les vrais chiffres du chômage, c'est-à-dire toutes les catégories de chômeurs plus les dom-tom, on est à plus de 6 millions de chômeurs et plus d'un demi-million de chômeurs de plus, rien que pour M. Hollande. Et encore, je suis gentil quand je vous sors ce chiffre-là. Donc, un peu d'humilité, ce serait pas plus mal. Olivier Besancenot, on va discuter, si vous le voulez bien, aussi avec les auditeurs d'RTL. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes chauffeur routier. Tout à fait. Et vous nous appelez du département du Vaucluse. On vous écoute. Eh bien, moi, je voulais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Besancenot. En fait, je suis totalement derrière la CGT. Je suis pas syndiquée, je tiens à le préciser. Moi, je trouve que franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est juste une honte. Quand j'entends Monsieur Valls qui traite ces syndicalistes de voyous, qui parle de radicalisation, de minorités, d'otages, je trouve que ces mots, il ferait bien de se les appliquer à lui-même, parce que les otages qui sont actuellement, les personnes qui sont actuellement prises en otage, c'est comme il le dit lui-même, ces braves Français qui travaillent, n'est-ce pas, et qui font la richesse du pays. Mais les braves Français qui travaillent et qui font la richesse du pays, ils en ont marre de se faire taper sur la tête. Et là, Monsieur Valls, il est juste en train de donner la possibilité à tous les patrons, alors je dis pas que tous les patrons sont des voyous, mais il est en train de leur donner la possibilité de nous taper encore plus sur la tête. Sophie, vous avez été très claire. On va maintenant écouter Madeleine, qui est les retraités, qui nous appelle du Maine-et-Loire. Bonjour Madeleine. Bonjour Monsieur Calvi. Vous êtes d'un avis radicalement opposé. On vous écoute avec Olivier Besancenot et bien entendu Sophie qui vient de s'exprimer. Oui, moi j'estime quand même que ce n'est absolument pas normal que la CGT bloque comme ça notre pays. Bon, il faut penser que je ne suis pas du tout de droite, je suis socialiste dans l'âme, je l'ai toujours été. J'ai fait les grèves de 68, j'ai bien vu ce que c'était. Je vois aussi ce que c'est que la CGT parce que moi j'ai été abordée par je n'arrive pas à trouver, c'est pas grave, c'était les trotskistes qui étaient derrière. Alors eux, ils veulent bien tout démolir, mais ils n'ont rien à mettre derrière. Donc c'est ce qui va se passer là en ce moment. Si ça continue comme c'est parti, eh bien ma foi, notre pays va être vraiment sans dessus-dessous. On vient d'entendre, excusez-moi Madeleine, je crois qu'on a très bien compris votre point de vue. On vient d'entendre deux sensibilités de femmes qui sont plutôt de gauche et qui nous disent l'une et l'autre des choses radicalement différentes sur ce qui se passe en ce moment dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport de force gratuit et peut-être inutile et de Philippe Martinez de la CGT et du Premier ministre en ce moment, un combat de coq dont on ne sort pas non plus? Est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension, je dirais, humaine et à la limite de carrière individuelle dans ce qui est en train de se jouer pour le pays? Pour Monsieur Valls, pour moi c'est évident, Et pour le gouvernement... Mais le méchant Valls, c'est le gentil Martinez? Non, mais si vous voulez... d'abord, pour que tout le monde se détende, moi personnellement, je suis syndiqué, mais je suis pas à la CGT, vous voyez. Par exemple, je suis à Sud, mais je suis solidaire de la CGT dans la campagne de dénigrement dont elle est victime, cette espèce d'instrumentalisation, c'est-à-dire on cible une organisation syndicale en oubliant les salariés derrière et puis en disant des grosses bêtises du côté du gouvernement. Et puis avec des mots durs, otages, des mots comme certaines représentations médiatiques, je pense par exemple au Figaro qui nous parle de terrorisme social. Faut faire un petit peu attention quand on parle de radicalisation, quand on parle de blocage illégal. Je rappelle par exemple que les mobilisations dans les raffineries, elles sont pas nouvelles, elles ont eu lieu par exemple en 2010 au moment de la mobilisation des retraites. Il faut savoir que les gens étaient en grève, qu'il y a eu des blocages, que M. Sarkozy a levé ces blocages. Il a été condamné par l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire que M. Sarkozy était dans l'illégalité, contrairement à ce qu'on dit. L'illégalité était dans l'autre camp. Et je redis à ceux qui nous écoutent, on peut lever les blocages.
ça règle rien, puisque ce qui se passe d'abord dans les raffineries, je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est très important, c'est d'abord et avant tout un mouvement de grève majoritaire. Les salariés à l'intérieur sont en grève. Donc le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec ses CRS, ça ne règle rien, mais ceci étant, une petite proposition, je crois, parce que je crois qu'elle est discutée du côté de Nuit debout et des unions locales syndicales, il y a une responsabilité de la gauche sociale et syndicale à apparaître unie contre toutes ces tentatives-là. Et je crois qu'on va être rassemblés, par exemple, pour soutenir les salariés d'Air France demain à Bobigny. Mais je crois que ce serait peut-être pas mal de le faire devant une raffinerie, tous ensemble, le même jour, à la même heure, avec tous les représentants de la gauche politique et syndicale opposés à la loi travail. Vous appelez donc à un meeting commun, si j'ai bien compris, à une manifestation ça pourrait commune. être ça, je crois que c'est discuté, ce serait une bonne idée. Voilà. Merci beaucoup Olivier Besancenot d'être venu débattre avec nos auditeurs sur l'antenne d'RTL.